toutes et à tous, bienvenue sur Historiquement Votre pour la grande première de cette nouvelle rubrique Ils font la Flandre où nous partirons à la découverte de celles et ceux qui font la Flandre. En toute simplicité, nos intervenants, qu'ils soient anonymes ou connus, nous évoquerons les souvenirs et ce qu'évoque la Flandre. Aujourd'hui, nous sommes à la maison de la bataille 1677 à Norpen, où Philippe Ducourant, guide du musée, nous a gentiment ouvert les portes en attendant de pouvoir recevoir à nouveau des visiteurs dans l'enceinte de cette institution ici en Flandre. Suivez-moi. Philippe, bonjour. Bonjour Guillaume. Merci de m'accueillir ici dans cette institution qui est la maison de la bataille 1677. Avec plaisir. Alors, avant de commencer notre entrevue réellement, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs sur ton parcours professionnel? Alors Philippe Ducourant, 44 ans. Voilà, j'ai deux enfants, Éloi et Adélie, et mon épouse Émilie. Voilà, on habite à Bailleul depuis peu. Je suis originaire des Flandres, puisque je suis né à Hasbrook et j'ai grandi à Arnec, ici à 4 km. Donc je ne me suis pas beaucoup éloigné de mon village natal. C'est d'ailleurs la même paroisse. Et j'ai fait des études d'histoire à l'université d'Artois, à Arras. Et ensuite, j'ai travaillé pour l'association Iserouk, où j'ai été sensibilisé, mais vraiment au patrimoine flamand. Et à cette idée de Flandre française, de Flandre rurale, de Flandre de langue flamande, hein, ce petit territoire compris entre la Lys et la mer du Nord. Et tout ça, c'est vraiment avec l'association Iserouk que je l'ai théorisé et que depuis, c'est un sentiment qui m'habite. Hein, et ça, c'est dans le cadre d'une activité salariée, donc c'est bien, tant mieux. Ça a été très formateur dans tous les sens du terme, puisque c'est aussi là que j'ai décidé de reprendre des études de néerlandais. Et dans la foulée, j'ai fait des études de néerlandais à Lille 3, à l'université de Villeneuve-d'Ascq. Et ensuite, j'ai commencé à participer au projet de la Maison de la Bataille dès 2006. Et elle a ouvert en 2007, et depuis lors, depuis maintenant 14 ans bientôt, je suis ici à Norpen. D'accord, donc on est ici vraiment dans une institution ici en Flandre. En fait, c'est ces petits musées ici locaux qui connaissent vraiment beaucoup de succès ici en Flandre intérieure. Oui, alors je ne sais pas si Jocelyne dirait institution, mais c'est effectivement un établissement qui est reconnu comme étant une belle porte d'entrée pour qui veut découvrir la Flandre. Hein, c'est vrai que ça, on nous l'a souvent dit, notamment nos voisins flamands belges, puisqu'ils sont très nombreux à venir ici. Et donc oui, c'est un musée thématique, hein, ou un centre d'interprétation. Ça fait peut-être un peu administratif. Tout cela pour dire que c'est pas un musée des beaux-arts. Oui. Hein, on n'a pas vocation à présenter des œuvres. Ici, ce qu'on a, ce sont des reproductions, de production de qualité, mais des reproductions. On est d'abord un musée thématique qui développe un thème, à savoir l'histoire de la Flandre. Et ça, c'est une vraie originalité. Exactement. Alors ici, on se trouve donc dans une reproduction de la Galerie des Glaces du Château de Versailles. Alors, dans le cadre d'une nouvelle exposition qui avait été inaugurée l'année dernière, donc le XVIIe siècle, un siècle de bataille, une histoire de famille, est-ce que tu pourrais nous la présenter en quelques mots et la resituer un petit peu dans le contexte historique de l'époque? Oui, alors justement, le contexte historique de l'époque, le contexte de la bataille de la Penne ou la bataille de Cassel, c'est d'abord ce contexte le point de départ, parce que même si on parle de la Galerie des Glaces, on perd jamais le lien avec la Flandre et avec son histoire. Hein, parce que le thème de la bataille de la Penne, c'est pas par hasard si on développe à Norpen, parce que c'est le lieu du champ de bataille. Et comment dire, si on tire le fil, on en vient à évoquer une histoire plus large, qui est celle de tout le nord de la France, hein, qui est devenu français, ou qui a été conquis par la France à l'époque de Louis XIV. Hein, ça, c'est le thème fondamental. Et ici, c'est la dernière conquête définitive des Français, d'ailleurs. Et donc, quand on évoque ce contexte général, on en vient à évoquer donc toutes les guerres qui se sont déroulées au XVIIe siècle, c'est le nom de l'expo, et en mettant la focale sur la guerre de Hollande. Voilà, alors la guerre de Hollande, je crois que c'est utile de faire une expo là-dessus, en tout cas de mettre l'accent là-dessus, parce que c'est pas la guerre la plus connue. Hein, d'ailleurs, quand on dit guerre de Hollande,
Bon, on se demande un peu de quoi il s'agit, parce que, et oui, il y a eu des épisodes de la guerre de Hollande en Flandre, et même qu'il y en a eu dans toute l'Europe, hein, même dans le sud de l'Italie, il y a eu des batailles navales, enfin, c'est une guerre européenne en fait, hein, qui s'est déroulée entre 1672 et 1678. Et donc ici, bingo, 77, la bataille de la Peine, c'est un épisode de la guerre de Hollande. Et figure-toi que la guerre de Hollande, c'est le thème de la Galerie des Glaces à Versailles. Alors peu de gens le savent parce que quand on visite la Galerie des Glaces, on est bluffé par cette magnificence. Mais la décoration du plafond, hein, par Lebrun, Charles Lebrun, le grand peintre de Louis XIV, cette décoration, elle porte exclusivement sur la guerre de Hollande. Donc là, c'est quand même extraordinaire, on est en plein dans notre thème. Alors bon, il n'y a pas la bataille de la Peine, mais enfin bon, il y a d'autres événements importants de cette guerre. Notamment, il y a une allégorie qui représente la ville d'Ypres, prise par les Français, donc là c'est quand même juste un an après nous. Il y a également d'autres événements locaux, la prise de Gand également par les Français, qui sont représentés, qu'on a représentés ici, parce qu'en fait on a fait on a obtenu de la réunion des musées nationaux le droit d'utiliser des images. Alors on a sélectionné quelques-unes seulement parce que représenter tout le plafond, en fait ça serait pas possible, il est trop grand. Oui. Et nous ici on a un petit espace qu'on a pu consacrer à ce thème, d'ailleurs qui ressemble autant au wagon d'Orient Express qu'à la Galerie des Glaces de Versailles. C'est une amie qui a dit ça avec beaucoup de bienveillance, et d'ailleurs c'est une très bonne remarque, parce qu'on pourra peut-être réutiliser ce nom. En tout cas, la Galerie des Glaces, c'est la guerre de Hollande, et c'est ça qu'on a voulu représenter dans un bâtiment qui pourtant a une architecture de grange flamande rurale, avec ses poutres chevillées comme au XVIIe siècle. D'ailleurs, mon oncle qui a construit une grange à Houtzel avait envoyé son architecte ici parce que pour lui c'était le modèle, la référence, la maison de la bataille avec son architecture traditionnelle, et pourtant elle accueille aujourd'hui une petite réplique de la Galerie des Glaces de Versailles, ce qui est quand même assez improbable. Puis ici c'est vrai qu'on est au cœur vraiment d'une structure vraiment qui à la base, c'était, si j'ai bonne mémoire, c'était une ancienne une boulangerie, c'était pas ça? C'était l'idée de départ. C'était l'idée C'est-à-dire très vite, le conseil municipal, avec Jacques Drieux, le maire de Norpen à l'époque, et Jocelyne, ils ont souhaité finalement créer ex nihilo un bâtiment beaucoup plus adapté pour l'accueil de tous les publics, avec le parking devant, les gens peuvent accéder en toute sécurité au musée de plain-pied avec les normes actuelles. Donc c'est vraiment un choix très heureux. Un bâtiment neuf donc de 2006, et pourtant avec une architecture traditionnelle flamande. D'accord. Puis ici, ce qui est bien aussi de mettre en avant aussi, c'est dans l'exposition temporaire qui a été faite par des artisans locaux. C'est aussi. Oui. Alors d'ailleurs, la presse locale, l'Indicateur et la Voix du Nord d'Hazebrouck, avait beaucoup mis l'accent. Il y a notamment eu un papier qui mettait en exergue le fait qu'on a fait travailler des artisans locaux, hein, que ce soit le peintre ou alors l'artisan qui a posé le parquet à la Versailles, et les autres intervenants sont tous des gens de Dunkerque à Hazebrouck qui ont œuvré ici pour monter cette expo. D'accord. Alors Philippe, maintenant on va passer à la rubrique un peu plus importante. On va évoquer le sujet de la Flandre. Vaste sujet, hein, on est d'accord sur ce point-là. Pour toi, qu'est-ce qu'elle évoque? Quels sont les souvenirs? Qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit quand on te parle de la Flandre? Un attachement charnel, romantique, puisque c'est le territoire où je suis né. La Flandre, pour moi, c'est d'abord la Flandre rurale. Alors, je suis très attaché à cette idée. Avec d'autres amis, dont toi, il y a cette idée de Flandre rurale qui nous habite, parce que c'est cette ruralité de Bailleul à Bergue, en passant par Hazebrouck, Steenvoorde, Cassel et Wormhout, que nous aimons. C'est pas un territoire urbain. Hein, et puis d'autre part, qui dit ruralité en Flandre française dit langue flamande, puisque le Vlaamsch est la langue de mes aïeuls, de tes aïeuls et de celle de nos amis. Donc on a cet attachement viscéral à ce patrimoine, puisqu'il s'agit bien sûr de patrimoine. Exactement, c'est vrai que c'est très important ici, c'est la notion de patrimoine, de partage aussi. C'est vrai que c'est un peu ça aussi qui ressort un peu de l'image de la Flandre qu'on peut se faire, c'est
le partage, c'est la convivialité, c'est totalement ça en fait. Oui, et puis c'est un des aspects, parce que qui dit Flandre française, bon d'abord doit la définir, puisqu'il y a la Flandre de langue flamande, comme l'écrivait l'historien Cornard, originaire de Honscott, dans son livre sur l'histoire de la Flandre de langue flamande. Ernest Lotté, qui était originaire de Bailleul, avait écrit 2 livres sur les églises des Flandres. Il y avait un tome qui portait sur les églises au nord de la Lys. Quand on dit le nord de la Lys, on définit donc le territoire d'expression flamande, historiquement d'expression flamande, entre la Lys et la mer du Nord. C'est ça la Flandre que nous aimons, j'allais dire, notre Flandre. Après, il y a la Flandre lilloise, au sud de la Lys. C'est peut-être plus simple de dire comme ça, voilà, la Flandre lilloise, d'expression romane, d'expression française, d'expression picarde, comme on voudra, mais en tout cas pas de langue flamande, puisque au sud de la Lys, on n'a jamais parlé le flamand. Alors après, on pourra en discuter à quelques kilomètres près, mais bon, à Bousbecq, à Le Hain. Mais sinon, au sud de la Lys, c'est aussi la Flandre, puisque l'île Douai, jusque Douai et Saint-Amand ont toujours fait partie du comté de Flandre. Le comté de Flandre, c'est une notion fondamentale quand on s'intéresse au Moyen-Âge. Exactement. Et la Flandre française, que ce soit Dunkerque ou Lille, a toujours appartenu au comté de Flandre. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Le comté de Flandre qui s'étend, si on veut, dans son acception habituelle, de Saint-Omer à Anvers. C'est ça les limites. Donc c'est pas tout le nord de la France, c'est pas toute la Belgique, c'est même pas toute la Flandre belge, puisque c'est jusqu'au bord d'Anvers, la limite du comté de Flandre. Donc ça, c'est la définition essentielle quand on s'intéresse, encore une fois, à la période médiévale. Après, il y a aussi la notion de Pays-Bas qui est importante. Bon, là, c'est plus grand, ça va jusqu'à Arras, d'une part, et jusque la Frise, d'autre part. Donc c'est l'actuel Nord-Pas-de-Calais, la Belgique, et les Pays-Bas du Nord, la Hollande. Voilà. C'est ça, les anciens Pays-Bas, cette notion de Pays-Bas qui comprend donc le nord de la France, qui est aussi très importante. Mais notre cœur nous attire plutôt vers notre Flandre rurale, qu'on appelle aussi les Flandres, on peut le dire au singulier, au pluriel, peu importe, à la Flandre entre Hasbrook et Berg, la Flandre rurale, où il y a encore aujourd'hui, en 2021, des locuteurs du Vlaamsch. Alors Philippe, je vais rebondir donc sur ce que tu évoquais sur le Vlaamsch et sur la proximité de la frontière avec la Belgique et l'apprentissage du néerlandais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu en quelques mots de l'avantage de l'apprentissage du néerlandais ici en Flandre française et évoquer aussi un peu l'apprentissage de la langue flamande aussi? Alors en milieu frontalier, évidemment, on a la chance, car c'est une opportunité, comment dire, de vivre cette expérience de la frontière comme une ouverture à 360 degrés vers nos voisins. Bon, c'est notre intérêt économique aussi, mais c'est aussi une vraie passion, puisque c'est très très stimulant de nous ouvrir à cette altérité, c'est-à-dire les Flamands belges d'aujourd'hui sont des gens qui sont séparés de nous par une frontière depuis maintenant 344 ans, donc ça commence à faire quelques années. Et pourtant, on a en partage cette langue régionale, le flamand occidental, à l'échelle de ce qu'on appelle le Westhoek d'une part, c'est-à-dire la région de Poperinge, Ypres, Furnes, et puis d'autre part les Flandres, comme on dit dans le cadre français, c'est-à-dire la Flandre rurale, de Bailleul à Berg. C'est le même parler, c'est la même langue, c'est la même variante du flamand occidental. Donc on a ce patrimoine en commun. Bon, ça c'est l'aspect linguistique sur lequel tu m'interroges à l'instant. C'est la langue natale de mes grands-parents, mes 4 grands-parents, qui ont été élevés en flamand. Et après, ils ont découvert le français à 5 ans en arrivant à l'école. Donc ça, c'était encore une réalité jusque peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Et comment dire alors nos voisins en Flandre belge, dans le Westhoek belge, autour de Poperinge, Ypres, eux parlent aujourd'hui, en 2021, de plus en plus ce qu'on appelle la Tussental. C'est-à-dire, c'est un sabir aux confins de notre flamand occidental et du néerlandais. Une langue intermédiaire. Une langue intermédiaire, d'où le nom Tussental. Les gens qui connaissent un peu, qui ont des notions de néerlandais ou de flamand, la Tussental, c'est la langue entre deux. Donc c'est ça la réalité aujourd'hui dans le Westhoek belge, dans toute la Flandre occidentale, en milieu rural en tout cas, surtout dans le Westhoek.
les gens parlent la Tussental. Alors c'est difficile de bien placer le curseur parce qu'on est plus près de l'ancien flamand ou du néerlandais standard, mais enfin ils sont entre deux quelque part. Et c'est d'ailleurs une gymnastique extraordinaire parce que ça veut dire quand même que dans la vie quotidienne, nos voisins ici à 20 km, selon qu'ils s'adressent au boucher, à la voisine ou à quelqu'un de la commune d'à côté ou dans un contexte beaucoup plus formel, à quelqu'un d'une autre province, ils vont pas adopter le même. C'est pas seulement le même niveau de langue, mais ils vont pas parler de la même façon. Hein. Donc nous on n'a pas cette gymnastique parce qu'on parle toute la journée seulement en français, tant bien que mal. Hein, c'est pas autre chose. Tandis que eux ils naviguent comme ça avec la Tussental et le néerlandais standard. Donc voilà, donc encore une réalité qui nous fait diverger bien sûr de nos voisins, parce que même quand on veut parler en flamand, en fait, c'est plus tout à fait la même chose. Cependant, c'est un patrimoine en commun. Voilà. Il n'y a qu'à voir le théâtre flamand chaque hiver. Tout à fait. C'est une troupe de Westoutre, hein, En plus, oui. à côté de Bailleul, qui vient chaque année sillonner les deux côtés de la frontière. D'ailleurs, c'est un beau symbole. Les théâtres Flore Barbry, donc autant que possible en flamand. Et donc ce patrimoine est un des aspects qui nous relie à nos voisins, Vanover de Schreef, de l'autre côté de la frontière. Alors après, il y a le néerlandais dans l'enseignement. Mon gamin va à l'école à Abel en néerlandais, avec une forte prononciation West-Vlaams quand même, hein, parce que les institutrices dans des petits villages frontaliers comme Abel ou Atou, en réalité, ce sont des personnes du cru, donc elles parlent avec une prononciation ouest-flamande, de Flandre occidentale. Donc même si elles parlent en néerlandais, elles ont un accent carabiné, voilà. Hein, qui est un peu moqué d'ailleurs par les autres flamands belges, enfin bon, peu importe. En tout cas, c'est pour dire que c'est un accent et une prononciation qui sont très très typés, et qui sont d'ailleurs communes avec les gens d'ici quand ils parlent en flamand. Et même s'il s'agit du néerlandais, comment dire, il y a cet accent flamand qui nous ancre dans la réalité locale, bien sûr, et qui fait aussi tout le charme de ce néerlandais matiné de flamand. Exactement. C'est vrai que le néerlandais est plus un côté pratique pour pouvoir, par exemple, trouver un emploi ou s'intégrer dans une université ou autre. Et le Vlaams, le flamand, a vraiment un côté plus patrimonial. C'est le mot. C'est ça, c'est vraiment. C'est formidable. Et d'ailleurs, dans le cas du tourisme aussi, c'est quelque chose que nous, on expérimente ici, parce que quand on insiste sur l'aspect linguistique, on avait auparavant les audioguides en flamand, on a toujours des folders avec le descriptif village patrimoine en West Vlaams, en flamand occidental, et ça plaît beaucoup à nos voisins de Flandre belge, parce que ça fait couleur locale, et c'est très sympathique, comme quand on va au Pays Basque ou en Bretagne ou en Alsace, il y a aussi ce patrimoine local qui est mis en avant, et donc bien sûr dans le cas du tourisme il convient probablement d'ailleurs d'en faire davantage autour du flamand occidental. Tout à fait, on le voit déjà ici dans le secteur avec le nom de certaines communes qui ont été rajoutées en Oui, absolument. la toponymie, c'est un axe important, c'est un axe qui est tangible, qui est visible, hein, avec les noms de communes, les noms de rues. Bon, après, quand on se balade, on a aussi, il n'y a qu'à se balader dans les cimetières ou dans les églises, hein, les pierres tombales, là c'est plus du vieux néerlandais. On a également ce patrimoine visible, linguistique dans les églises. Donc c'est quelque chose qui est toujours présent, qui fait partie de notre environnement, hein, que ce soit la forme écrite ou la forme orale, et c'est un atout notamment dans le cadre du tourisme, et c'est aussi une motivation supplémentaire pour nous rapprocher de nos voisins, parce qu'on a ce patrimoine en commun. Ben oui, c'est vrai qu'on a un patrimoine en commun avec nos amis belges, avec nos amis flamands belges. Oui. On va dire, c'est mieux de le prononcer. Je dis toujours comme ça par volontarisme, voilà. Parce que si on dit juste flamand, si on parle des flamands pour qualifier les habitants de l'autre côté de la frontière, ça veut dire que nous on n'est pas flamands. Donc moi je dis toujours les flamands belges. Si je dis juste qu'ils sont belges, c'est imprécis, parce que les belges ça peut aussi être des francophones. Donc il y a d'une part les flamands belges, d'autre part les flamands de France, hein, c'est l'usage de le dire ainsi, plutôt que les flamands français, ça sonne un peu bizarre. Donc les flamands belges et les flamands de France. En tout cas, nous sommes tous flamands. Nous avons la même histoire, le même patrimoine, les mêmes grands places, les mêmes beffrois, les mêmes baraques à frites. On pourrait multiplier à l'infini les exemples, les mêmes flèches de tir à l'arc verticales, la même architecture rurale, qu'il s'agisse des fermes anciennes
ou des moulins. Voilà, il y avait toute une série d'exemples dans le contexte urbain. On a les beffrois, qui sont également les mêmes des deux côtés de la frontière, la même gastronomie, les mêmes pots-de-chevlèche, etc., les mêmes frites évidemment, les mêmes bières, Oui. donc les mêmes houblonnières. Donc c'est tout à fait le même patrimoine des deux côtés de la frontière. Il n'y a que l'histoire récente comment dire, qui nous distingue vraiment. Tout ce qui est récent, effectivement, est très différent en matière d'urbanisme, notamment des deux côtés de la frontière. Mais sinon, c'est tout à fait la même chose. Les mêmes paysages, les mêmes monts de Flandre, les mêmes dunes. Totalement. Totalement. C'est vrai qu'on a beaucoup de nos monts ici qui sont à cheval avec la Belgique. On prend le cas du Mont Noir, qui a un côté en France, un côté en Belgique. On a le Mont Rouge qui est juste à côté, le Mont Vidaigne, tous ces monts-là qui font partie de la chaîne des monts de Flandre ici. Depuis le Mont Cassel jusqu'au Mont Kemmel, Oui. tout à fait, c'est la même la cordillère des Flandres, comme disent certains. Comme on l'a. Et donc c'est l'exemple absolu transfrontalier, hein, les monts de Flandre. Et ici à Norpen, on est au pied du Mont Cassel, hein, et pourtant on raconte l'histoire de Saint-Omer avec cette bataille de la Peine, hein, qui nous relie là avec l'Audomarois. Exactement. Philippe, nous arrivons à la fin de notre entrevue. Je te remercie mais alors très très chaleureusement de m'avoir accueilli ici au sein de la Maison de la Bataille. J'espère retrouver un peu plus de monde la prochaine fois. On croise les doigts, c'est vrai qu'actuellement la période est compliquée pour tout le monde, c'est vrai que le secteur de la culture en général souffre depuis plusieurs mois, mais on a bon espoir pour que ça puisse repartir progressivement et puis sache qu'on sera là. Nous on sera là pour vous soutenir dans les projets et puis on continuera à venir ici à la Maison de la Bataille. Merci Guillaume et Paul derrière la caméra. À partir de la période de la diffusion de ce petit film, bon, de toute façon le contexte évoluera de façon plus favorable. Donc oui, donc nous sommes très confiants pour le développement du tourisme transfrontalier dans les prochains mois. Exactement. Quant à moi, il me reste donc plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi donc sur la première de cette rubrique Ils font la Flandre. Prenez soin de vous et de vos proches. Et comme on dit en Flandre, tot aan ons stukje, bedankt en lang live Vlaanderen. Tot aan ons stukje.